Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Émile Zola que nous allons partir en vadrouille puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de La Terre, donc un des romans qui constitue la fameuse saga des Rougon-Macquart. Nous en sommes à la deuxième partie de cet ouvrage, au deuxième chapitre de cette seconde partie. Le vieux mouche est en train d'avoir un malaise, il a fait un genre d'apoplexie. Fanny a demandé à un jeune garçon de lui ramener la bouteille d'alcool camphré et cet idiot a pris la bouteille de gauche au lieu de celle de droite et il a ramené l'eau de Cologne, ce à quoi répond « C'est bon aussi », dit la Bécu. On fit prendre de force au vieux une tasse de tilleul en introduisant la cuillère entre ses dents serrées, puis on lui frictionna la tête avec l'eau de Cologne. Et il n'allait pas mieux, c'était désespérant. Sa face avait encore noirci. On fut obligé de le remonter sur la chaise car il s'effondrait. Et il menaçait de s'aplatir par terre. « Oh !» murmura Nénesse, retournée sur la porte. « Je ne sais pas ce qu'il va pleuvoir. Le ciel est d'une drôle de couleur. »« Oui, dit Jean. J'ai vu grandir un vilain nuage. » Et comme ramené à sa première idée, n'empêche, j'irai bien encore chercher le médecin si l'on veut. Lise et Françoise se regardaient, anxieuses. Enfin, la seconde se décida, avec la générosité de son jeune âge. Oui, oui, caporal, allez à Cloix chercher Monsieur Finet. Il ne sera pas dit que nous n'aurons pas fait ce que nous devons faire. Le cheval, au milieu de la bousculade, n'avait pas même été dételé. Et Jean n'eut qu'à sauter dans la carriole. On entendit le bruit de ferraille, la fuite chaotée des roues. La Frima alors parla du curé, mais les autres, d'un geste, dirent qu'on se donnait déjà assez de mal. Et Nénesse, ayant proposé de faire à pied les 3 kilomètres de Bazoches-le-Doyen, sa mère se fâcha. Bien sûr qu'elle ne le laisserait pas galoper par une nuit si menaçante sous cet affreux ciel couleur de rouille. D'ailleurs, puisque le vieux n'entendait ni ne répondait, autant aurait-il valu déranger le curé pour une borne. 10 heures sonnèrent au coucou de bois peint. Ce fut une surprise. Dire qu'on était là depuis plus de 2 heures, sans avancer en besogne. Et pas une ne parlait de la chépier retenue par le spectacle, voulant en voir jusqu'au bout. Un pain de 10 livres était sur la huche, avec un couteau. D'abord, les filles, déchirées de faim malgré leur angoisse, se coupèrent machinalement des tartines, qu'elles mangeaient toutes sèches sans savoir. Puis les 3 femmes les imitèrent, le pain diminua. Il y en avait continuellement une qui taillait et croutonnait. On n'avait pas allumé d'autres chandelles, on négligeait même de moucher celles qui brûlaient. Et ce n'était pas gai, cette usine sombre et nue de paysans pauvres, avec le râle d'agonie de ce corps tassé près de la table. Tout d'un coup, une demi-heure après le départ de Jean, Mouche culbuta et s'étala par terre. Il ne soufflait plus. Il était mort. Qu'est-ce que je disais? On a voulu aller chercher le médecin, fit remarquer la Bécu d'une voix aigre. Françoise et Élise éclatèrent de nouveau en larmes. D'un élan instinctif, elles s'étaient jetées au cou l'une de l'autre, dans leur adoration de leur sœur tendre. Et elles répétaient en paroles entrecoupées: « Mon Dieu, nous ne sommes plus que nous deux. C'est fini, il n'y a plus que nous deux. Qu'est-ce que nous allons devenir, mon Dieu ?» Mais on ne pouvait laisser le mort par terre. En un tour de main, la Frima et la Bécu firent l'indispensable. Comme elles n'osaient transporter le corps, elles retirèrent le matelas d'un lit. Elles l'apportèrent et y allongèrent Mouche en le recouvrant d'un drap jusqu'au menton. Pendant ce temps, Fanny, ayant allumé les chandelles de 2 autres chandeliers, les posait sur le sol, en guise de cierge, à droite et à gauche de la tête. C'était bien pour le moment. Sauf que l'œil gauche, refermé 3 fois d'un coup de pouce, s'obstinait à se rouvrir. Et il semblait regarder le monde, dans cette face décomposée et violâtre qui tranchait sur la blancheur de la toile. Lise avait fini par coucher Jules. La veillée commença. À 2 reprises, Fanny et la Bécu dirent qu'elles partaient puisque la Frima offrait de passer la nuit avec les petites.
Et elle ne partait point. Elle continuait de causer à voix basse, en jetant des regards obliques sur le mort, tandis que Nénès, qui s'était emparée de la bouteille d'eau de Cologne, l'achevait, sans en inonder les mains et les cheveux. Minuit sonna. La Bécu haussa la voix. « Et monsieur Finet, je vous demande un peu, on a le temps de mourir avec lui. Plus de 2 heures pour le ramener de Cloyes. » La porte sur la cour était restée ouverte. Un grand souffle entra, éteignit les lumières, à droite et à gauche du mort. Cela les terrifiait toutes, et comme elles rallumaient les chandelles, le souffle de tempête revint, plus terrible, tandis qu'un hurlement prolongé montait, grandissait, des profondeurs noires de la campagne. On aurait dit le galop d'une armée dévastatrice qui approchait, au craquement des branches, au gémissement des champs éventrés. Elles avaient couru sur le seuil, elles virent une nuée de cuivre voler et se tordre dans le ciel livide. Et soudain, il y eut un crépitement de mousqueterie. Une pluie de balles s'abattait cinglante, rebondissant à leurs pieds. Alors un cri leur échappa, un cri de ruine et de misère. « La grêle! La grêle !» Saisie, révoltée et blême sous le fléau, elle regardait. Cela dura 10 minutes à peine. Il n'y avait pas de coups de tonnerre, mais de grands éclairs bleuâtres incessants semblaient courir au ras du sol en larges sillons de phosphore. Et la nuit n'était plus si sombre. Les grelons l'éclairaient de rayures pâles, innombrables, comme s'il fût tombé des jets de verre. Le bruit devenait assourdissant. Une mitraillade, un train lancé à toute vapeur sur un pont de métal roulant sans fin. Le vent soufflait en furie, les balles obliques sabraient tout, s'amassaient, couvraient le sol d'une couche blanche. La grêle, mon Dieu. Ah, quel malheur! Voyez donc de vrais œufs de poule. Elle n'osait se hasarder dans la cour pour en ramasser. La violence de l'ouragan augmentait encore, toutes les vitres de la fenêtre furent brisées. Et la force acquise était telle qu'un grêlon alla casser une cruche pendant que d'autres roulaient jusqu'au matelas du mort. Il n'en irait pas 5 à la livre, dit la Bécu qui les soupesait. Fanny et la Fréma eurent un geste désespéré. Tout est fichu. Un massacre. C'était fini. On entendit le galop du désastre s'éloigner rapidement et un silence de sépulcre tomba. Le ciel, derrière la nuée, était devenu d'un noir d'encre. Une pluie fine, serrée, ruisselait sans bruit. On ne distinguait sur le sol que la couche épaisse des grêlons, une nappe blanchissante qui avait comme une lumière propre la pâleur de millions de veilleuses à l'infini. Nénès, s'étant lancée au dehors, revint avec un véritable glaçon de la grosseur de son poing irrégulier dentelé, et la Fréma, qui ne tenait plus en place, ne put résister davantage au besoin d'aller voir. « Je vais chercher ma lanterne. Faut que je sache le dégât. » Fanny se maîtrisa quelques minutes encore. Elle continuait ses doléances. Ah, quel travail! Ça en faisait, du ravage dans les légumes et dans les arbres à fruits. Les blés, les avoines, les seigles n'étaient pas assez hauts pour avoir beaucoup souffert. Mais les vignes... Ah, les vignes, et sur la porte, elle fouillait des yeux la nuit épaisse, impénétrable. Elle tremblait d'une fièvre d'incertitude, cherchant à estimer le mal, exagérant, croyant voir la campagne mitraillée, perdant le sang par ses blessures. « Hein, mes petites, finit-elle par dire, je vous emprunte une lanterne. Je cours jusqu'à nos vignes. » Elle alluma l'une des 2 lanternes et disparut avec Nénès. La Bécu, qui n'avait pas de terre au fond, s'en moquait. Elle poussait des soupirs, implorait le ciel par une habitude de mollesse géniarde. La curiosité, pourtant, la ramenait sans cesse vers la porte. Et un vif intérêt l'y planta toute droite, lorsqu'elle remarqua que le village s'étoilait de points lumineux. Par une échappée de la cour, entre l'étable et un hangar, l'œil plongeait sur Rognes entier. Sans doute, le coup de grêle avait réveillé les paysans. Chacun était pris de la même impatience d'aller voir son champ trop anxieux pour attendre le jour. Aussi, les lanternes sortaient-elles une à une,
se multipliaient, couraient et dansaient. Il avait vécu, connaissant la place des maisons, arriver à mettre un nom sur chaque lanterne. Tiens, ça s'allume chez la Grande et voilà que ça sort de chez les Fouan et là-bas c'est Macron et à côté c'est Langaigne. Bon Dieu, le pauvre monde, ça fend le cœur. Ah, tant pis, j'y vais. Lise et Françoise demeurèrent seules devant le corps de leur père. Le ruissellement de la pluie continuait. De petits souffles mouillés rasaient le sol, faisaient couler les chandelles. Il aurait fallu fermer la porte. Mais ni l'une ni l'autre n'y pensaient, prises elles aussi et secouées par le drame du dehors, malgré le deuil de la maison. Ça ne suffisait donc pas d'avoir la mort chez soi. Le bon Dieu cassait tout. On ne savait seulement point s'il vous restait un morceau de pain à manger. Pauvre père, murmura Françoise. Se serait-il fait du mauvais sang? Vaut mieux qu'il ne voie pas ça. Et comme sa sœur prenait la seconde lanterne, où vas-tu? Je songe au pois et aux haricots. Je reviens tout de suite. Sous l'averse, Lise traversa la cour, passa dans le potager. Il n'y avait plus que Françoise près du vieux. Encore se tenait-elle sur le seuil, très émotionnée par le va-et-vient de la lanterne. Elle crut entendre des plaintes, des larmes. Son cœur se brisait. « Hein? Quoi ?» cria-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Aucune voix ne répondait. La lanterne allait et venait plus vite comme affolée. « Les haricots sont rasés, dis. Et les pois ont-ils du mal? Mon Dieu! Et les fruits et les salades ?» Mais une exclamation de douleur qui lui arrivait distinctement la décida. Elle ramassa ses jupes, courut dans l'averse rejoindre sa sœur. Et le mort, abandonné, demeura dans la cuisine vide, tout raide sous son drap, entre les deux mèches fumeuses et tristes. L'œil gauche, obstinément ouvert, regardait les vieilles solives du plafond. Ah, quel ravage désolait ce coin de terre! Quelle lamentation montée du désastre, entrevue aux lueurs vacillantes des lanternes. Lise et Françoise promenaient la leur si trempée de pluie que les vitres éclairaient à peine. Et elle approchait des planches, elle distinguait confusément, dans le cercle étroit de lumière, les haricots et les pois rasés aux pieds, les salades tranchées, hachées, sans qu'on pût songer seulement à en utiliser les feuilles. Mais les arbres surtout avaient souffert. Les menus branches, les fruits en étaient coupés comme avec des couteaux. Les troncs eux-mêmes meurtris perdaient leur sève par les trous de l'écorce. Et plus loin, dans les vignes, cet épi, les lanternes pullulaient, sautaient, s'enrageaient au milieu de gémissements et de jurons. Les cèpes semblaient fauchés, les grappes en fleurs jonchaient le sol avec des débris de bois et de pampres. Non seulement la récolte de l'année était perdue, mais les souches dépouillées allaient végéter et mourir. Personne ne sentait la pluie. Un chien hurlait à mort. Des femmes éclataient en larmes comme au bord d'une fosse. Macron et Langaigne, malgré leur rivalité, s'éclairaient mutuellement, passaient de l'un chez l'autre en poussant des noms de Dieu. À mesure que défilaient les ruines, cette vision courte et blafarde, reprise derrière eux par l'ombre. Bien qu'il n'eût plus de terre, le vieux Fouan voulait voir, se fâchant. Peu à peu, tous s'emportaient. Était-ce possible de perdre en un quart d'heure le fruit d'un an de travail? Qu'avait-il fait pour être puni de la sorte? Ni sécurité, ni justice, des fléaux sans raison, des caprices qui tuaient le monde. Brusquement, la grande, furibonde, ramassa des cailloux, les lança en l'air pour crever le ciel qu'on ne distinguait pas. Et elle gueulait. « Sacré cochon, là-haut! Tu ne peux donc pas nous foutre la paix ?» Sur le matelas, dans la cuisine, Mouche, abandonnée, regardait le plafond de son œil fixe, lorsque deux voitures s'arrêtèrent devant la porte. Jean ramenait enfin Monsieur Finet après l'avoir attendu près de 3 heures chez lui,
Et il revenait dans la carriole tandis que le docteur avait pris son cabriolet. Ce dernier, grand et maigre, la face jaunie par des ambitions mortes, entra rudement. Au fond, il exécrait cette clientèle paysanne qu'il accusait de sa médiocrité. Quoi, personne? Ça va donc mieux. Puis, apercevant le corps, non, trop tard. Je vous le disais bien, je ne voulais pas venir. C'est toujours la même histoire, ils m'appellent quand ils sont morts. Ce dérangement inutile au milieu de la nuit l'irritait. Et comme Lise et Françoise rentraient justement, il acheva de s'exaspérer lorsqu'il apprit qu'elles avaient attendu 2 heures avant de l'envoyer chercher. C'est vous qui l'avez tué, parbleu. Est-ce idiot? De l'eau de Cologne et du tilleul pour une apoplexie. Avec sa personne près de lui. Bien sûr qu'il n'est pas en train de se sauver. Mais monsieur, balbutia Lise, en larmes, c'est à cause de la grêle. Monsieur Finet, intéressé, se calma. Tiens, il était donc tombé de la grêle? À force de vivre avec les paysans, il avait fini par avoir leur passion. Jean s'était approché lui aussi et tous deux s'étonnaient, se récriaient, car ils n'avaient pas reçu un grêlon en venant de Cloyes. Ceux-ci épargnés, ceux-là saccagés. Et à quelques kilomètres de distance. Vrai, quelle déveine de se trouver du mauvais côté. Puis comme Fanny rapportait la lanterne, et que la Bécu et la Frima la suivaient, toutes les trois éplorées, ne tarissant pas en détail sur les abominations qu'elles avaient vues, le docteur gravement déclara: c'est un malheur, un grand malheur. Il n'y a pas de plus grand malheur pour les campagnes. Un bruit sourd, une sorte de bouillonnement l'interrompit. Cela venait du mort, oublié entre les 2 chandelles. Tous se turent. Les femmes se signèrent. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter. C'était la fin du 2e chapitre de la 2e partie de La Terre d'Émile Zola. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de prochaines lectures. Voilà. Passez une très bonne nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!